à tous, je suis ravie de vous souhaiter la bienvenue au lancement en direct du plan de session 2021 d'Opidea, la SEM d'aménagement de Toulouse Métropole. Un rendez-vous que vous avez l'habitude de vivre physiquement chaque année au centre des congrès Pierre Baudis, mais au vu du contexte sanitaire, eh bien nous avons dû l'adapter évidemment et nous vous proposons un événement ici en live depuis les studios d'Opidea à Toulouse avec, vous allez le voir, un contenu toujours aussi dynamique et des intervenants de haut vol. Vous êtes déjà très nombreux à vous être connectés et je vous en remercie. J'en profite pour vous signaler que vous pouvez d'ores et déjà nous adresser vos questions. Nous prendrons un temps pour échanger avec vous, répondre à vos questions à la fin de cette émission. C'est donc une nouvelle fois un temps fort pour vous, opérateurs, promoteurs et bailleurs. Vous allez donc découvrir dans quelques minutes les sites sur lesquels du foncier sera prochainement attribué. Vous pourrez également mesurer et pleinement apprécier le niveau d'engagement demandé pour créer les logements, les lieux de vie et les quartiers toujours mieux adaptés aux impératifs, on le sait, liés au changement climatique. On est donc ensemble pendant une heure et demie, rythmée autour de plusieurs séquences pour pleinement apprécier le chemin parcouru dans la production des logements réalisés dans les quartiers Opidea, pour également donner la parole, et c'est important, à certains opérateurs et puis découvrir ce plan de session 2021 proprement dit, qui est le fruit de la négociation entre les collectivités qui accueillent les fonciers et Opidea. Sans plus attendre, moi j'aimerais vous présenter les deux personnes qui m'accompagnent sur ce plateau aujourd'hui. Je suis ravie de les accueillir. Raphaël Catonnet, bonjour. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Vous êtes directeur général d'Opidea et d'Europolia, et puis Fabrice Véron-Churlet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint d'Opidea, vous avez pris vos fonctions en août 2020. Alors je vous propose, messieurs, pour ouvrir notre émission, de démarrer avec les mots de la présidente d'Opidea et d'Europolia depuis juillet 2020. Elle est également vice-présidente de Toulouse Métropole en charge de l'urbanisme, Madame Annette Legnaud. Alors son agenda ne lui a pas permis d'être avec nous dès le début de cette session, mais elle nous suit, comme vous tous d'ailleurs sur Crowdcast, et elle sera présente, elle ne devrait pas tarder au cours de cette émission. On va l'accueillir sur ce plateau. En attendant, elle nous a accordé un entretien cette semaine que je vous propose de découvrir tout de suite. Bonjour à tous, moi je suis très heureuse de vous accueillir, enfin si on peut dire. J'arriverai dès que je pourrai pour assister à la présentation de ce plan de session qui sera intéressant pour vous. Et je serai là aussi pour insister sur les grands enjeux que nous portons et que nous portons avec vous d'ailleurs et pour éventuellement répondre à vos questions si c'était nécessaire. Jean-Luc Moudin a souhaité que je me propose à la présidence d'Opidea et d'Europolia, qui sont deux entreprises publiques locales au service du projet toulousain ou métropolitain, et qui lui-même a été traduit dans un document d'urbanisme qui est le PLUiH et qui a posé des grands principes, des grandes priorités qui sont l'accélération de la transformation écologique, le soutien à l'économie et l'emploi, l'urbanisme qui doit être ancré dans les quartiers, dans des cœurs de quartiers ou dans des villes, puisque ça concerne toute la métropole, et avec un souci prioritaire qui est le souci de la proximité, donc de la concertation, de la co-construction. Cette ambition métropolitaine, elle doit déteindre sur nos partenaires, tous les partenaires de la collectivité, dont Opidea et Europolia, et je suis confiante. Nous savons qu'il y a eu du confinement, il y a eu des projets qui étaient ralentis forcément, et pourtant l'équipe d'Opidea a continué à travailler. L'ensemble des équipes d'Opidea a réussi à surmonter toutes les difficultés de cette difficile année. Et donc nous sommes, je pense, au rendez-vous des promoteurs pour ce plan de session. Vous allez le voir, qui est un plan de session ambitieux, donc la transition énergétique, les qualités d'usage, tout ce qui fait la qualité des projets doit être inscrit dans ce plan de session. Alors nous proposons à la vente plus de lots finalement que l'année précédente, ce qui est quand même un effort que nous souhaitons faire pour répondre aux attentes des opérateurs et des professionnels. Mais nous sommes exigeants en matière également de qualité. Et pourquoi nous sommes exigeants en matière de qualité? Parce que nous savons que vous-même avez été à la hauteur de nos attentes en matière de qualité. Et je peux dire que dans les derniers projets que j'ai pu regarder et que j'ai pu observer
lors de ces concours, je suis bluffée par la qualité des projets, l'innovation, l'inventivité, la créativité, la motivation des professionnels de l'immobilier pour justement aller toujours un petit peu plus loin. Cette année, parmi les 8 lauréats des pyramides d'argent, 7 sont situés dans des quartiers construits par Opidea avec des exigences de qualité souhaitées par Opidea et les promoteurs ont répondu à ces attentes. C'est exceptionnel parce que je crois que c'est la première année que c'est ainsi. D'ailleurs, je crois qu'il y en a 2 qui ont été primés sur le plan national, ce qui est la cerise sur le gâteau. J'ai une sorte de foi dans l'attractivité toulousaine, et comme d'ailleurs Toulouse Métropole et son président Jean-Luc Moudin qui accompagne cette période qui est une période que l'on connaît difficile, mais qui est une période que nous devons traverser avec confiance. On est dans un contexte difficile pour les aménageurs, difficile pour les opérateurs et les professionnels, mais tous ces partenaires qui travaillent au service de l'aménagement, ils sont tous mobilisés pour avancer. Et je crois que la collectivité a de l'ambition pour la métropole et bien sûr qu'Opidea doit suivre cette ambition et accompagner cette ambition métropolitaine. Donc la métropole a d'énormes ressources. Il n'y a pas que l'aéronautique à Toulouse, il y a toute l'intelligence qui accompagne l'aéronautique. On puise les ressources là où on les a, c'est-à-dire dans l'intelligence des hommes. Et Opidea fera pareil aussi. Avec toutes les équipes qui accompagnent Opidea, on ne peut qu'être ambitieux parce qu'il faut l'être. Cette ambition métropolitaine, elle doit déteindre sur nos partenaires, tous les partenaires de la collectivité, dont Opidea et Europolia, et je suis confiante. Je suis confiante. Donc pour cette intervention d'Annette Léniaud, que je précise à nouveau qu'on retrouvera en cours de cette émission sur ce plateau. Alors on l'a compris, Annette Léniaud l'a souligné à plusieurs reprises, cette exigence en termes de qualité et de niveau d'engagement, ça fait vraiment partie de l'ADN d'Opidea. Vous ne bougerez pas les lignes sur ce paramètre, Raphaël Catonnet. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Opidea. Ma première question, elle est toute simple. Quel est votre bilan 2020 ? Alors sur l'année 2020, nous avons pu tenir nos engagements. Nous étions engagés à attribuer 1600 logements, nous en avons attribué 1636, dont 500 logements sociaux. Donc 15 attributions, 15 projets ont été menés à leur terme, malgré ce contexte difficile. Donc merci à vous qui avez œuvré pour finaliser vos propositions. Merci aux équipes d'Opidea qui ont travaillé pour boucler tout ça avant la fin de l'année. Donc on s'est adapté. On est passé en mode full digital pour nos auditions. Je sais que ça avait inquiété certains candidats, mais ça s'est rodé très vite et je crois que surtout ça a permis de tenir le rythme. C'était très important. Et puis bien sûr, ça a été rappelé par Madame la Présidente, la qualité, les niveaux d'engagement étaient au rendez-vous et ça c'est le plus important pour nous. Ça veut dire que vous poursuivez tout en maintenant votre niveau d'exigence et de qualité ? Oui, nous avons engagé depuis maintenant quelques années une montée en qualité de la production avec pour ce faire la mise en place de certifications, la certification haute qualité environnementale qui est maintenant systématique depuis plusieurs années. La certification E+C- qui nous a permis de nous préparer à la future réglementation environnementale 2020. On verra, c'est très important. J'ajouterai que l'an dernier, nous avons aussi franchi une étape puisque près de 50% des projets attribués ont proposé une cotation E3C1, donc qui est le signe d'un engagement plus fort. Et puis enfin, l'an dernier, l'ensemble des projets s'engagent aussi dans la démarche EFI Nature, donc pour travailler la place du végétal, de la biodiversité, de la nature dans chacun des projets. Certaines opérations ont d'ailleurs atteint des niveaux de démonstrateurs en expérimentant de nouvelles techniques et augurant un petit peu finalement de l'accélération du déploiement de nouvelles techniques que nous aurons à mettre en œuvre rapidement.
Alors justement, moi je vous propose d'illustrer vos propos tout de suite en regardant un premier petit film. Il s'agit de Green City avec le programme Le Carré Flore dans le quartier Monge, Croix du Sud à Cornebarieux. Alors ici, on va le voir, hein, de fortes ambitions environnementales avec notamment des constructions bas carbone, l'utilisation de matériaux biosourcés ou encore le respect de la biodiversité. On regarde et on se retrouve tout de suite après. Avec le réchauffement climatique que nous vivons, les promoteurs et l'ensemble de la filière de la construction neuve doivent s'adapter et doivent inventer de nouveaux modes constructifs et réfléchir à l'habitat de demain. Opidea, depuis quelques années, dans ses appels à projets, demande aux promoteurs de mettre en place une grille d'engagement sur les innovations techniques, innovation en termes typologiques, innovation en termes environnementaux. Et je pense que c'est vraiment le rôle de l'opérateur public de pousser les promoteurs et de pousser l'ensemble de la filière, conception et promoteurs, à progresser. Et Opidea peut le faire grâce à la mise en place de charges foncières plus modérées et qui permettent de faire des projets de grande qualité. Sur le projet de Carré Flore, que nous avons gagné sur un concours lancé par Opidea en 2018, on a réfléchi ensemble et on s'est dit que ce serait peut-être bien, sur ce projet, de faire une expérience sur une construction mixte bois-béton et arriver à un projet très performant d'un point de vue énergétique, puisqu'on fait 76% d'économie d'énergie par rapport à un projet RT 2012, mais également très performant sur le gain en carbone, puisqu'on est à 44% d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à un projet classique. Raphaël, je crois que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce film. Oui, ce qui est très intéressant dans le développement de ce projet, c'est que l'opérateur lui-même a décidé en cours d'étude et de mise au point de son projet d'upgrader les performances et de se challenger lui-même finalement sur de nouveaux systèmes constructifs, de nouveaux matériaux. On va même jusqu'à chercher un ATEX, donc qui est quand même une démarche très engageante. Donc on a su trouver ensemble, c'est très important, les modalités pour avoir le temps nécessaire et faire évoluer un petit peu nos rapports contractuels et intégrer cela. Ça montre notre volonté de partenariat et de soutien des innovations. Alors l'année 2020, on le sait, aura été fortement marquée par la crise sanitaire liée au Covid, mais vous regardez au-delà pour en quelque sorte dépasser l'incertitude. Oui, alors l'année 2021 est encore effectivement, porte en elle-même encore beaucoup d'inconnus et d'incertitudes. La durée de la crise sanitaire, quand va-t-elle s'arrêter définitivement? Quel va être le poids de son impact économique? Est-ce que ça aura des conséquences sur la solvabilité des ménages, donc sur la demande aussi et le marché du logement? Et puis enfin, cette année, on doit intégrer un cap important qui est l'évolution réglementaire avec la mise en place de la réglementation environnementale 2020 qui va vraiment nous pousser tous à aller plus loin dans la réduction de notre empreinte carbone et faire évoluer nos systèmes constructifs. Pour autant, au-delà de ces incertitudes, je crois qu'on partage tous un certain nombre de convictions désormais qui sont très importantes, qui sont celles finalement que nos clients, vos clients, les futurs usagers, les futurs habitants nous posent et sur lesquels ils expriment des attentes. C'est évidemment les questions de confort, de bien-être, de santé, de rapport à la nature dans chacun des projets. La question de la maîtrise du prix de revient. Toutes nos innovations, toute l'ambition qu'on porte, elle doit aussi continuer à pouvoir se faire dans un prix de sortie maîtrisé. On le voit bien. Et puis enfin, les usagers, les riverains sont tous avides de mieux savoir ce que nous envisageons de faire, comment nous le faisons, quelles garanties nous leur apportons. Donc c'est un impératif de concertation, un impératif de communication et d'information transparente qui doit pouvoir être donné. Cette prise de conscience, vous l'aviez véritablement anticipée ? Alors oui, dès l'an dernier, nous avions eu l'occasion de travailler avec
vous, les opérateurs, on avait organisé une séance de séminaire pour imaginer comment on pouvait refonder nos modes de travail à l'occasion de l'engagement d'une nouvelle opération, le futur quartier Palificat. Donc, lors de cette démarche, on avait déjà pu pointer un certain nombre d'évolutions. La crise Covid, évidemment, nous a invités à aller plus loin et à en tirer quelques enseignements. Et justement, on va voir un petit film, le film post-Covid. Dans ce film qu'on va découvrir, vos collaborateurs Céline Gisselard et Romain Champy font bien, une synthèse de ces enseignements. On regarde. La crise sanitaire, le Covid, le confinement, les gestes barrières, la distanciation physique et le télétravail un peu forcé entre guillemets, ont mis en avant un certain nombre d'enjeux qui existaient déjà au préalable, mais qui ont été un peu exacerbés par cette situation inédite. Il y a un an, à la veille de la crise sanitaire, nous avions organisé le séminaire Toulouse Métropole de demain. Il y a tout un ensemble de mots-clés qui sont ressortis, des mots-clés d'évolutivité, de modularité, de mutualisation, qui soulignent le besoin de flexibilité dans nos projets pour pouvoir s'adapter. Et la crise sanitaire que nous vivons nous montre bien que c'est un enjeu fondamental. Il y a l'usage des matériaux biosourcés, des ressources renouvelables, le bioclimatisme, à la fois lutter contre le phénomène d'îlots de chaleur, mais aussi favoriser le confort d'été. Ça passe évidemment par la végétalisation, par les arbres de haute tige maximisés. Il y a eu également tout un volet mobilité qui a été abordé et le moteur principal de cette action-là, c'est vraiment le vélo au sens de toutes les contributions qui ont pu intervenir, le rendre plus lisible, plus accessible, plus sécurisé. Tous les facteurs d'inclusion, des locaux partagés, des aménagements intergénérationnels en centralité de quartier, etc. Et enfin, l'économie circulaire. C'est à la fois les circuits courts et c'est aussi justement le recyclage et la réutilisation des matériaux, de la terre, etc. On a bien vu qu'en période de confinement, avec un télétravail et des gardes d'enfants qui nous étaient imposés, il fallait que le logement puisse d'une certaine manière pousser ses murs. Ça peut passer par des espaces de circulation qui sont un peu plus généreux, qui offrent la capacité d'installer des coins bureaux, des salles de jeu, une bibliothèque, et donc du coup c'est une pièce supplémentaire entre guillemets qui accueille ces usages non pas permanents mais transitoires, à des formes de conception un peu plus généralisée du logement qui prévoient des modularités plus fortes avec une indétermination des pièces. Après, il y a eu d'autres enjeux qui ont émergé, notamment les espaces de prolongement, les espaces extérieurs. Ces espaces de prolongement ont été aussi qualifiés par la présence du végétal. Alors ça fait déjà plusieurs plans de session et plusieurs années, plusieurs temporalité qu'on travaille cette question-là, et les promoteurs et les architectes sont au rendez-vous de cet enjeu-là, puisqu'on voit une vraie qualification de ces espaces extérieurs. Donc du coup, le besoin de nature, il est répondu bien sûr par le quartier, par le square, le jardin, mais aussi par l'opération immobilière, avec une présence du végétal un peu à tous les étages, entre guillemets. À l'échelle des quartiers, ce qu'on peut constater, c'est bien sûr un besoin, une demande pour un cadre de vie de proximité de qualité et qui contient, qui programme, qui propose notamment des espaces verts importants. Chacun a pu rêver de grands espaces quand il était cloîtré chez soi. De la même façon, les déplacements limités qui nous étaient permis de faire montraient aussi l'importance d'avoir un certain nombre de services de proximité et des commerces de proximité à l'échelle des quartiers qui deviennent des équipements entre guillemets aujourd'hui nécessaires dans la programmation de tout espace urbain. On n'a pas attendu bien sûr la crise pour réfléchir à tout ça, ça fait partie un peu de l'ADN de tous nos projets d'aménagement, mais il faut faire plus, il faut faire mieux. Il y a une demande de plus de nature et il va falloir travailler la nature de nos programmations pour essayer de répondre à cette demande. Voilà pour ce petit film post-Covid. Nous sommes en live dans les studios d'Opidea pour découvrir dans quelques minutes le plan de session 2021. Je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà nous adresser toutes vos questions. Nous y répondrons en fin d'émission. Alors Raphaël, on l'a vu dans ce film à l'instant, une très forte prise de conscience. Oui, il y a 4 éléments essentiels qui ressortent. La question de la réduction de l'empreinte carbone dans l'ensemble de nos activités, la question de la biodiversité, de la nature qui sont à mieux intégrer dans nos projets, et puis la question du confort dans les logements.
tout ça dans une dynamique de partenariat. Donc si on résume un petit peu chacune de ces thématiques, sur la question énergétique et de l'impact carbone, l'effort va vraiment être apporté sur l'évolution des systèmes constructifs et les différents matériaux que nous allons utiliser. Aujourd'hui, seules 3 opérations sont en structure bois ou métal. Encore, on a une prépondérance du béton et du parpaing dans nos constructions. On sait très bien que l'analyse de cycle de vie va nous amener à réinterroger progressivement ces systèmes de mode constructif. Nous devons opérer cette transition. Ensuite, la réduction de la consommation d'énergie. Donc, on doit encore réduire de 30% les consommations. C'est un effort nouveau à faire. Il est important. Et enfin, aussi produire de l'énergie renouvelable dans l'ensemble de nos opérations. Sur la question de biodiversité, nature en ville, on sait tous que je suis frappé de constater, par exemple, dans toutes nos séances de concertation qui démarrent sur le quartier Palificat ou sur différents projets de notre portefeuille, que le mot nature revient beaucoup. Ça peut paraître très paradoxal alors qu'on parle d'urbanisation de la ville. En fait, ce qu'il faut réussir à tisser, c'est ce nouveau rapport avec la présence du végétal, la présence d'un peu de nature dans nos opérations. C'est indéniablement un élément de confort, un élément de bien-être. Ça correspond à une demande d'ailleurs. De confort psychique. Et puis, il y a des effets écosystémiques qui sont extrêmement intéressants sur, d'ailleurs, la maîtrise des effets d'îlots de chaleur urbains qui sont importants à combattre aujourd'hui avec les évolutions climatiques que nous connaissons. Donc, cultiver la présence de la nature dans nos opérations, travailler les continuités entre l'espace public et l'espace privé, finalement gommer les clôtures entre les lots opérés par les promoteurs, par les constructeurs et notre action sur l'espace public. S'agissant des logements, ça a été très bien dit tout à l'heure, en fait, revenons aux fondamentaux. Retrouvons du volume habitable, la surface, la hauteur sous plafond, redonnons-nous du confort. Poussons les murs avec des espaces extérieurs. Revisitons le rapport intérieur-extérieur. La loggia, le balcon, la terrasse doivent finalement offrir des services et permettre de développer de nouveaux usages. Chacune des pièces doit être capable de servir plusieurs usages, parfois simultanément. Quand la famille télétravaille ou étudie à la maison, on a pu mesurer l'effort à poursuivre. Enfin, la question de la flexibilité, de la réversibilité est aussi importante. On voit que dans son parcours, un appartement ou un ménage peuvent évoluer. Il faut que l'appartement puisse lui aussi évoluer. La réflexion doit porter aussi sur tout l'immeuble, c'est-à-dire ses parties communes, les parties qui sont aussi partagées dans la gestion, dans la vie de l'immeuble. Un immeuble, c'est aussi une petite communauté qui doit pouvoir aussi régler un certain nombre de services, apporter du confort, de la proximité, organiser des solidarités, du lien social. Et il faut pouvoir y penser dans la conception de nos immeubles. Enfin, ce que je voudrais dire, c'est que le projet métropolitain, le document d'urbanisme intègre déjà ces prescriptions. On a ensemble beaucoup de leviers, y compris dans l'interface aménageur-promoteur, dans l'interface urbaniste, architecte d'opération, dans l'interface constructeurs et maîtres d'usage, c'est-à-dire les personnes qui vont penser comment on vit demain dans l'immeuble et comment on répond à toutes ces demandes pour finalement mieux définir, mieux designer chacun des immeubles. C'est le travail auquel je nous invite pour cette année. Finalement, tout cela réinterroge véritablement chaque acteur dans ses méthodes ? Oui, et c'est important, je crois, de le faire vite. C'est une question pour nous, entreprises de ce secteur d'activité, de marquer vraiment une capacité d'adaptation rapide. En ce qui concerne Opidea, nous avons mené un travail un petit peu d'analyse de notre activité et de chacun de nos projets. Et puis c'est le fruit de la réflexion aussi de l'ensemble des collaborateurs d'Opidea, d'Europolia, réunis ensemble, pour finalement distinguer 4 axes un peu génériques autour desquels on veut repenser chacune de nos opérations pour bien l'aligner par rapport à chacun des objectifs du projet métropolitain. Ce premier axe, vous ne serez pas surpris de savoir que c'est l'axe de la ville durable, celle qui va réduire son empreinte carbone, celle qui va s'adapter au changement climatique.
Donc on va traiter, on a beaucoup parlé de la réduction de l'empreinte, s'adapter au changement climatique, c'est savoir penser au confort d'été. C'est réduire les effets de l'îlot de chaleur urbain et c'est aussi penser les logements traversants, c'est avoir des solutions un peu embarquées qui évitent la climatisation. Deuxièmement, placer les usages et la qualité de vie au cœur des projets. Pour nous, c'est très important, justement, de se projeter dans les usages futurs, et non, c'est-à-dire intégrer une dimension soft au cadre bâti, un peu plus hard, un peu plus dur que nous avons l'habitude de produire. Cette ville, elle doit aussi être mixte pour tout le monde, elle doit cultiver le lien social, elle doit cultiver la proximité. Ça vaut pour les différentes générations qui peuvent coexister dans une même programmation, ça vaut pour les différentes catégories de population, ça vaut pour les différentes catégories de logements, ça vaut pour les propriétaires, pour les locataires, qu'ils soient dans le parc privé ou dans le parc social. Donc on doit être capable d'organiser cette mixité, de la faire fonctionner. Et puis enfin, la ville, chez Opidea, on a parfaitement conscience que la ville, elle se fabrique à plusieurs, que ce n'est pas une succession d'interventions d'un prescripteur qui passe à quelqu'un qui met en œuvre et qui redonne des prescriptions au suivant. Non, c'est un travail maintenant qui est beaucoup plus itératif, de co-conception, d'échange, de partenariat, qui va nous permettre d'avancer plus loin et plus vite au moment où on doit accélérer notre réponse à la transition écologique. Tout ça organisé autour d'un dialogue, on l'a bien compris. Alors, on comprend que vous souhaitez ainsi valoriser les programmes qui sont innovants sur cet axe des usages ou de la ville inclusive. Eh bien, c'est le cas du programme porté par le groupe des Chalets avec l'association Le May et le soutien de Toulouse Métropole. On illustre tout cela en images. Le projet de la résidence intergénérationnelle de la ZAC Saint-Martin-du-Touche, le LOS 10, est un projet où on a cherché à assembler un certain nombre de programmes destinés à des publics complémentaires. Un programme destiné à un public de locatif familial classique, un programme destiné à un locatif senior et des projets un peu plus innovants d'une pension de famille qui vient donc s'insérer dans cet ensemble avec également une crèche et quelques logements en accession à la propriété. Cette opération, réalisée en maîtrise d'ouvrage par le groupe des Chalets, en fait, permet de travailler très en amont à la fois les questions urbaines, de bâti, de conception du bâti, mais aussi les attentes des futurs gestionnaires. Je pense notamment à l'association du May, qui va donc gérer cette pension de famille, qui sera insérée au sein de cette résidence. Ce qui nous a séduit, c'est justement d'avoir deux dispositifs, et on va gérer ces deux dispositifs dans la durée, qui n'ont a priori rien à voir l'un avec l'autre. On est sur des publics différents, des financements différents, des modalités organisationnelles différentes. Et notre enjeu, c'est d'avoir ces deux dispositifs sur le même lieu et d'arriver donc à créer ces passerelles et ces liens. L'idée, c'est d'avoir pensé les espaces et d'avoir créé une salle collective sur laquelle la crèche donne directement, qui va permettre justement de créer ces ateliers et ces activités autour de la cuisine, d'ateliers lecture, de jardins partagés, de potagers à l'extérieur, de manière à ce que les personnes âgées soient moins isolées, soient valorisées, transmettent leur savoir, leur expérience, partagent leurs souvenirs, et que ces très jeunes enfants soient aussi dans une vie quotidienne plus rapprochée avec des personnes âgées. Ce projet est le fruit en fait d'une nouvelle forme de coopération entre Toulouse Métropole et Opidea. Nous avons fait une coopération très en amont en fait, sur l'écriture d'un cahier des charges très précis sur les attentes de la collectivité au regard des objectifs que nous nous sommes fixés dans nos documents cadres, qui laisse à la fois aussi un champ assez libre pour que l'opérateur puisse répondre et exprimer pleinement en fait, son savoir-faire et sa capacité à innover. Nous souhaitons pouvoir continuer à développer ce type de projet dans les opérations d'aménagement public. Donc nous continuons à travailler main dans la main sur ce sujet-là avec Opidea. Raphaël Catonnet, pour cette feuille de route très ambitieuse, est-ce que Opidea s'est réorganisé ? Oui, maintenant, donc, nous sommes organisés de la façon suivante. Fabrice Véron-Churlet, qui a rejoint l'équipe
en août dernier, en qualité de numéro 2 d'Opidea, supervise l'activité opérationnelle, la commercialisation ainsi que le développement. 2 directeurs opérationnels, Bertrand Delarquier et Romain Champy, sont chargés de conduire les projets avec, en appui des chefs de projet. Et puis, enfin, nous avons procédé à la mise en place d'une direction du développement qui est conduite par Céline Gisselard. Justement, cette activité de développement, comment est-ce qu'elle s'illustre concrètement dans cette nouvelle organisation ? Vous l'avez vu, donc, dans chacun de nos projets sont revisités à l'aune des quatre axes stratégiques qu'on a définis tout à l'heure, mais on souhaite aussi pouvoir se positionner sur de nouvelles opérations d'aménagement, donc en travaillant beaucoup plus en amont sur l'identification de ces opportunités, répondre aux questionnements, aux interrogations, aux attentes des collectivités, voire même de certains opérateurs privés ou de propriétaires fonciers qui souhaitent s'appuyer sur notre savoir-faire pour engager des opérations d'aménagement. Donc, la mission de cette direction, c'est bien cela, être présente en amont, savoir tisser les partenariats quand c'est nécessaire, soutenir l'innovation, assurer une veille et capitaliser aussi au sein de la structure toutes les bonnes solutions qu'on souhaite pouvoir maintenir et puis partager dans l'ensemble des projets. Alors, on l'a compris, hein, vous avez la feuille de route, l'organisation suit derrière. Pour autant, vous vous remettez vraiment en question pour agir. Alors, c'est important que nous prenions aussi vis-à-vis de l'ensemble de notre écosystème, Toulouse Métropole, bien sûr, notre actionnaire, mais aussi nos clients, hein, vous, les opérateurs, les promoteurs, les bailleurs. Donc, ces engagements que nous prenons aujourd'hui pour cette année sont les suivants. On va poursuivre notre démarche d'évaluation de chacun de nos écoquartiers. On a travaillé donc un référentiel d'évaluation qui vient d'ailleurs d'être validé par l'État. Donc on va l'appliquer sur chacun de nos quartiers pour tirer vraiment les leçons et puis procéder aux ajustements. On va engager une démarche d'établissement de bilan carbone de notre activité et de chacun de nos quartiers. Ça nous paraît très important de pouvoir mettre en place des indicateurs qui nous permettent de mesurer notre progression vers cet objectif. Un travail de renaturation de plusieurs de nos projets. Je peux citer par exemple Toulouse Aerospace, oui, où on travaille sur la végétalisation beaucoup plus accentuée d'une partie de la piste. Le quartier Saint-Martin, où on va procéder à un nouveau design des 2 parcs, hein, dans chacune des parties de cette opération. La tranche 3 d'Andromède, qui est un cordon vert finalement entre les 2 premières tranches et puis le lit majeur de la Garonne. La cartoucherie, dont la 3e phase va désormais s'organiser autour d'un parc que nous agrandissons sur l'avenue de Grande-Bretagne. Et puis enfin le quartier Malper, où on souhaite vraiment rendre plus lisible encore les continuités végétales vers les corridors verts de l'Hers et de la Marcaissonne. Le 3e élément, c'est le développement de la concertation, de la communication. On voit bien que c'est une clé de la réussite, c'est une clé aussi du partenariat. Fabrice aura l'occasion de l'expliciter tout à l'heure. On va mettre le paquet là-dessus. On va poursuivre nos partenariats, des partenariats qui nous permettent d'aller plus loin. Ceux qui, en fait, sont liés à la certification, bien sûr, avec Cercal et Iris, mais aussi demain avec Envirobat. Je souhaite que nous puissions ensemble nous engager dans une démarche apprenante, partagée, pour intégrer les innovations. Donc cet écosystème porté par Envirobat permet de partager et de diffuser un petit peu ces expériences. D'ailleurs, il y a déjà plusieurs projets qui ont choisi dans nos opérations de s'engager dans cette démarche, et c'est pour nous très important. Cette démarche d'évaluation, elle nous donne aussi un retour sur la qualité de ce qui est produit. Aujourd'hui, on a 8000 logements qui ont fait l'objet d'une certification ENEF Habitat. On en a 3000 qui ont été livrés. Et ce qu'on observe, moi, je souhaite vraiment le partager avec les opérateurs. Donc, on a cette démarche d'évaluation qui nous permettra un retour. Mais ce que je peux d'ores et déjà partager, c'est qu'on observe que dans nos opérations, ici, nos opérations Opidea, eh bien, les opérations
que nos clients développent font l'objet d'un taux de non-conformité bien plus faible que la moyenne nationale. Ça montre qu'ici, on mène la certification jusqu'au bout, dans un rapport, voilà, je dirais, construit, adulte, qui permet d'aller jusqu'au bout. Et c'est très important d'avoir ces engagements, de la déclaration d'objectifs jusqu'à la réalisation effective. Je crois qu'on le doit tous pour le client final. On a tous le même client final. C'est les personnes qui vont vivre dans nos appartements, dans nos quartiers. Au fond, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Alors justement, cette démarche que vous poursuivez avec les promoteurs à Malper, vous en avez parlé il y a un instant, un secteur de régénération urbaine, on l'a compris, avec maîtrise partielle du foncier. Cette démarche, elle illustre parfaitement l'intérêt de ce dialogue au long cours. Justement, je voudrais qu'on regarde ce film, qu'on découvre le film Malper tout de suite. Le Faubourg Malper, c'est une opération qui est vraiment symptomatique, représentative des enjeux contemporains de l'aménagement de la ville. Il y a un déjà là, et ce déjà là est une richesse, est une complexité qu'il va falloir affronter, mais une richesse qui va permettre de recomposer et de faire une proposition de transformation complète d'un territoire. On va pouvoir faire de la nature en ville, on va pouvoir construire sur la richesse des écosystèmes présents et on va pousser cette richesse, la développer en invitant les différentes opérations immobilières à compléter, à jouer, à préserver, à offrir un cadre de développement et de mise en valeur de cette richesse paysagère. Dans toute transformation de quartier, dans la reconstruction d'une ville sur elle-même, l'apport d'une vision commune doit être porté par un aménageur. Aujourd'hui, Opidea représente Toulouse Métropole, représente l'ambition de la transformation de ce quartier et donc est le garant, donc parfois exigeant, mais cette exigence, on la partage avec le projet que Nexity développe sur le quartier et il faut la partager ensemble de toute façon. On est dans la vraie vie, le dialogue. Le dialogue entre les parties prenantes, non pas des choses imposées de manière dirigiste, mais une agilité dans la compréhension des enjeux de chacun. Effectivement, l'idée a été de trouver en fait, le projet qui puisse répondre à nos propres contraintes, nos propres problématiques, tout en répondant en fait à cette problématique d'aménagement urbain pour faire quelque chose qui fonctionne. Et pour que la ville fonctionne, il faut qu'elle soit cohérente, il faut qu'elle soit pensée de façon globale et pas uniquement au niveau en fait, de la parcelle et du lot. Le développement, ce n'est pas uniquement construire des bâtiments, mais c'est créer des mutations de zones, des mutations de terrain, des mutations d'ensemble de terrain pour faire des opérations de qualité. Le rôle de l'aménageur, c'est de mettre de l'huile dans les rouages dans tout ça. La complexité qu'on affronte sur Malper, c'est une complexité qu'on va affronter demain sur toutes les opérations. Il faut tout simplement qu'on fasse ce qu'on a toujours essayé de faire une ville aimable avec une nécessité d'augmenter notre niveau de coopération, notre niveau de collaboration et nos niveaux d'information des publics et des usagers. Fabrice Véran-Churlet, je me tourne vers vous. Ce dialogue que vous initiez, vous allez en faire un véritable axe de travail avec vos collaborateurs et avec tous vos partenaires. J'ai pu enlever mon masque pour améliorer le raccord avec ce film. On aurait pu prendre Malper, mais on pourra prendre toutes les opérations. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, la conscience est partagée des enjeux. On n'est plus dans une dynamique de conviction. On est dans une dynamique de trouver les moyens pour faire face à une complexité importante. Il y a une complexité réglementaire, il y a parfois des réticences vraiment à voir l'acte de construire se dérouler sous ses fenêtres. Donc le dialogue, le partage, il est indispensable. C'est chercher les bons régleurs, régler les curseurs, trouver ensemble les moyens de maintenir le niveau d'ambition. Donc cette proposition de dialogue, elle est indispensable, elle est sincère et on la poussera vraiment aussi loin qu'il sera nécessaire. Mais pas seulement pour rechercher à construire des objets inutilement complexes, je dirais, mais aussi pour traiter des éléments du quotidien.
je pense qu'il y a quelque chose qui est très important, qui est de traiter l'acceptabilité de nos projets. Ouais. Il y a des questions, des doutes sur la densité, et puis il y a aussi des questions sur le mode de faire, vivre dans un chantier. Quand on accueille des habitants dans une opération d'aménagement, on leur promet parfois quelques années difficiles de transition, on leur promet des modèles urbains parfaits dont ils peuvent douter. On doit communiquer ensemble, on doit partager des dispositifs de communication, de conviction, apporter des régimes de preuves aux gens et puis traiter des problématiques vraiment très pratiques. Et je pense notamment à la tenue des chantiers. C'est très important qu'on soit acceptable, qu'on soit aimable jusque dans ces détails-là. Donc sur tous ces aspects de nécessaire collaboration pour trouver les voies de franchir et de maintenir les barres le plus haut possible, on aura la concertation, le dialogue comme méthode. Est-ce que concrètement, vous avez d'ores et déjà posé les jalons pour renforcer ce partenariat et ce dialogue essentiel, on l'a compris, avec les parties prenantes? Au moment où on ouvre cette séquence, et une nouvelle séquence, je dirais que d'abord on apporte, et on va le voir dans le cadre de quelques dispositifs particuliers du plan de cession, je pense une volonté d'adaptation. On a pu ici allonger, tenir compte de la complexité technique en allongeant un peu les délais de conception. On a maintenu un niveau de charge foncière sans augmentation sur ce plan de cession. On essaie d'adapter, nous, de faire des propositions, mais au-delà de ça, dans les prochaines semaines, on rencontrera toutes les instances, un certain nombre de groupes organisés, je pense, qui pourront nous apporter des groupes de travail avec lesquels on est prêt à débattre des cahiers des charges, de la charte sur Malper, mais de toutes les formes de documents cadres qui peuplent nos projets pour chercher toutes les bonnes idées, toutes les modalités pour trouver ensemble le moyen de maintenir la barre, voire de continuer à avoir un quart d'heure d'avance. Donc le dialogue comme méthode et l'excellence pour résultat. Pour illustrer cela, on va voir le film Wood Art. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit mot avant qu'on le découvre? Alors, sans faire de jaloux, c'est une opération qu'on a peut-être déjà beaucoup présentée, mais elle nous paraît intéressante. Alors, comme le disait en introduction de cette présentation Annette Léniaud, moi aussi, avec elle, dans les premières consultations auxquelles j'ai assisté, j'ai été très, très agréablement surpris du niveau de qualité. On est très pressé d'ailleurs de pouvoir les dévoiler, mais ça viendra un peu avec les mises au point qui s'engagent. Mais Wood Art, c'est une opération en tout cas qui a, je pense, caractérise et représente assez bien ce qu'on peut attendre aujourd'hui d'une opération qui se déroule sur un projet d'Opidea. Eh bien, on le découvre sans plus attendre tout de suite en images. Wood Art La Canopée est un des 3 grands projets nationaux en bois et nous avons dû travailler sur une acculturation pour tous les acteurs, vu la taille, la dimension de 13 000 m² de cette opération-là qui est exemplaire nationalement et qui est pour demain un sujet expérimental pour pouvoir reproduire à grande échelle ces projets comme nous savons le faire pour des projets béton. Le concours lancé par Opidea prévoyait 20% de bois. Nous avons, avec l'équipe d'architectes, Dietrich Untertrifaller et Seuil Architecture, mètre cube en tant que réalisation, et puis les bureaux d'études, Terrel notamment, poussaient finalement l'enjeu pour aller jusqu'à 76% de bois. C'était un vrai pari technique. On sait tous que l'empreinte carbone d'un bâtiment sur 50 ans est à 50% liée à ses phases de construction. Donc limitons-les, essayons de trouver des modes constructifs innovants et le bois répond en tout cas en tant que matériau biosourcé à ces attentes écologiques. Aujourd'hui, il est important que l'espace vert, la biodiversité, ne soient pas uniquement des éléments d'agrément, mais participent finalement à la santé psychique, psychologique, le bien-être finalement des habitants. Même sur des espaces contraints comme ici, nous avons un espace de biodiversité qui sera créé. Donc, vous voyez, en ville, on est capable de créer de la biodiversité et de l'espace vert pour les habitants du quartier et de la résidence. Ce
que Opidea aussi propose dans son cahier des charges, pouvoir loger tout le monde. On est à un prix moyen avec le prix maîtrisé, un petit peu en dessous de 200 000 €. C'est important aussi de pouvoir construire pour tous et que ces impacts de construction et les contraintes constructives qu'on peut avoir et qu'on doit promouvoir n'aient pas un effet inflationniste sur le prix du mètre carré du logement. Nous avons vendu aujourd'hui 90% du programme, il nous reste 15 logements à vendre sur les 138 prévus. On a vendu l'hôtel et on a vendu les commerces également. Voilà, donc performance technique et puis succès commercial sont au rendez-vous pour cette opération. Ce film Wood Art et on est ravis de souhaiter la bienvenue, d'accueillir Annette Legnaud sur ce plateau. Bonsoir, bonjour. Bonsoir à tous. Vous avez bravé vents et marées pour être là avec nous à la fin de cette émission. Vous restez évidemment là puisque vous allez répondre aux questions qui vont être posées. Je me retourne vers vous, Fabrice. Qu'est-ce qu'il faut retenir finalement de ce film Wood Art ? Comme je disais, on aurait pu prendre beaucoup d'autres opérations, mais quelques éléments qui sont sans doute fondamentaux pour tenir nos engagements. Donc d'abord, un maître d'ouvrage qui a placé très haut son niveau d'ambition, son niveau d'exigence, qui est venu avec une proposition volontaire qu'il portait, une adaptation du dispositif de consultation et du dispositif de conception dans les délais, dans les modalités pour permettre d'atteindre cette ambition, une grande attention à l'usage avec une articulation de plusieurs programmes et la désignation dans l'équipe, enfin l'appartenance dans l'équipe d'un maître d'usage, donc qui est vraiment symbolique de cette volonté d'être, qui est vraiment cette attention, cette ergonomie du réel, je dirais, pour articuler et mettre au point de façon très fine la qualité des produits immobiliers. Et puis peut-être comme dernier élément, et ça fait plaisir de voir un maître d'ouvrage content du résultat économique, donc une maîtrise des coûts, une opération qui est une réussite économique, c'est très fondamental. On doit avoir une ambition soutenable et la soutenabilité économique des propositions qu'on fait, bien sûr, on doit l'avoir. Le dialogue permettra d'y atteindre le plus facilement. Allez, il est temps, je crois, de découvrir ensemble ce plan de session 2021 en images. La production au sens des nouveaux lots ACD ou des lots qui seront réalisés sur des fonciers non maîtrisés par l'aménageur ou des reports de consultation atteindra les 2600 logements. On aura 1000 logements qui seront réalisés sur des opérations, notamment à Malpère, à Ampalo, sur des opérations sur des fonciers non maîtrisés ou sur des opérations qui ont dû subir un report de la commission d'examen. 1000 logements dans ces conditions-là. Et 1600 nouvelles attributions. Donc je pense qu'avec de tels chiffres, on est au rendez-vous des attentes des opérateurs. On n'a pas forcé, bien sûr, ces chiffres. On est dans le rythme qui était prévu et qui montre en tout cas qu'on est solide sur le socle des ambitions urbaines qui étaient portées. Malgré la période, les 1600 nouvelles attributions de l'année vont se répartir sur 3 natures de consultations différentes. La première nature, c'est la procédure classique, celle qui est connue maintenant, éprouvée et partagée par la profession, à savoir environ 800 logements répartis sur plusieurs opérations de typologies variées, d'ambitions programmatiques, de thématiques singulières. Ces 800 logements, ils donneront lieu aux candidatures habituelles maintenant, de présentation des capacités du candidat et de sa grille d'engagement. Le candidat est invité à proposer sa candidature par ordre préférentiel sur ces différents lots, je dirais en corrélation avec ses capacités et sa volonté d'innover à cet endroit, puisque évidemment les critères de sélection, ce sera la capacité à faire, mais bien sûr le niveau d'ambition. Les thématiques, elles sont singulières sur
chacun de ces îlots. Tantôt on sera plus attentif à la mobilité, parfois c'est sur la volonté d'introduire le plus possible de matériaux biosourcés, sur toutes les dimensions de performantielles ou servicielles des propositions qui seront faites. Les critères d'analyse valoriseront l'ambition et le régime de preuve par rapport à la capacité à atteindre ces ambitions. La totalité des projets qui vont être conçus, issus de ce plan de cession, obtiendront des permis dans la nouvelle réglementation environnementale. Elle n'est pas encore totalement connue dans ses détails, mais elle est complètement connue dans ses principes. Et ces principes, bien sûr, c'est ceux qu'on avait invités à prendre en compte dans tous les projets conduits sur les opérations Opidea, avec notamment le label E+E- et la volonté de pousser les prises en compte énergétiques et de bilan carbone des opérations. On affrontera ensemble la mise en place de cette nouvelle réglementation, mais on continuera à chercher à avoir un quart d'heure d'avance, peut-être en remettant en discussion sur telle ou telle situation opportune, la volonté encore d'avancer, de dépasser cette réglementation. Dans un premier temps, on analyse bien sûr les candidatures au regard du niveau d'ambition. On regarde aussi la capacité, ou on constate la capacité des candidats à avoir tenu leurs engagements. On récompense les candidats qui tiennent leurs engagements, donc faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Je pense qu'on a placé cette année sous le signe de l'adaptation aux circonstances. On a des incertitudes réglementaires dont on vient de parler, on a des incertitudes économiques, on a des incertitudes calendaires qui pèsent sur le déroulé de nos opérations. Et donc on a décidé de tenir compte de ces singularités dans un cas très particulier qui est l'achèvement du projet de la cartoucherie. La cartoucherie a atteint sa maturité. On a une très très bonne nouvelle qui est maintenant la confirmation du développement du projet dans les halles de la cartoucherie qui va mettre un point final, je dirais, à cette espérance d'une animation qui va vraiment conforter l'attractivité de ce quartier et lui donner toute sa qualité de vie, d'usage et d'attractivité. On a décidé de conclure cette aventure de la cartoucherie avec la réinterrogation profonde de la troisième phase. Cette réinterrogation, elle va se dérouler autour de l'intensification de la présence paysagère. On va utiliser la végétation existante, un parc va être créé, un espace vert central important qui sera un élément de qualité d'usage pour les habitants et pour les voisins de l'opération, un lieu de destination, un lieu d'agrément, un lieu qui apportera aussi des qualités d'ergonomie, des qualités climatiques pour lutter contre l'îlot de chaleur urbain. Donc on va composer avec ce déjà-là, composer avec cet élément paysager pour proposer une troisième phase de la cartoucherie qui soit réinterrogée autour de cet espace vert central et de la capacité à réaliser des programmes immobiliers en bord à parc. On essaye de mieux finir, bien finir et vite finir l'opération de la cartoucherie en décidant d'une consultation singulière sur cet objet, puisque c'est la totalité des 600 logements restantes à réaliser dans le cadre de cette troisième phase qui vont être mises en une seule consultation. En mettant la totalité des 600 logements dans une seule consultation, on en appelle à ce que soient mis en commun les plus hauts niveaux d'ambition, les plus hauts niveaux de distribution des aménités, de services et d'usage, et que les candidats aient la capacité à faire la proposition la plus assumée, la plus aboutie, la plus audacieuse sur la répartition de ces 600 logements sur la totalité restante à réaliser. Ce choix de présenter ces 600 logements en une seule opération ne devait pas avoir pour inconvénient, je dirais, de ne pas offrir la chance au plus de candidats possible de participer à cette aventure de la cartoucherie. Donc le choix que nous faisons, c'est un choix de raison et d'opportunité,
puisqu'on ne proposera pas ces 600 logements à un seul candidat, mais un groupement qui devra regrouper à minima 4 opérateurs, 4 promoteurs qui devront se grouper, trouver les voies de leur association pour se porter candidat à cette consultation singulière sur la cartoucherie. Ces 4 candidats, ils finiront même par être 5, puisqu'ils seront rejoints par Opidea, qui dans le cadre de la politique qui avait été énoncée, viendra participer en copromotion, une fois que la répartition programmatique aura été établie, à une opération, un lot d'environ 80 logements, et pour 30%, selon les règles que nous avions expliquées, donc viendra participer et rejoindre la coproduction de cet ensemble immobilier. Ces groupements qui seront retenus donc, pour participer à la consultation architecturale verront ensuite les choses se réaliser en 2 temps. Dans un premier temps, on effectuera une consultation d'un architecte coordonnateur qui sera amené à donner les principes typologiques, morphologiques et la répartition des programmes sur les différents îlots et sans doute à produire une proposition architecturale sur un lot. Je dirais le lot qui donnera le là de la suite et de la cohérence qui sera attendue sur la totalité des réalisations. Et la suite des opérations, ce seront des consultations réalisées au fur et à mesure des besoins pour déposer les différents permis de construire et réaliser les différents lots selon les nécessités et la stratégie qui pourra être arrêtée après la détermination de ce programme d'ensemble. Un point important, bien sûr, la candidature pour participer en groupement sur cette consultation singulière sur la cartoucherie. Elle ne sera pas concurrente des autres consultations, puisque les candidats, lorsqu'ils appartiendraient à un groupement candidat sur la cartoucherie, seront comptés comme une des propositions qu'ils font d'attribution sur les autres lots selon les règles habituelles. Il reste 200 logements. Ces 200 logements, ils sont dans un programme extrêmement singulier qui est ce qu'on appelle la fenêtre sur piste sur Toulouse Aérospace. Alors la fenêtre sur piste, c'est un objet particulier puisque c'est un objet à 3 natures de programmation. Donc il y a 200 logements, mais il y a également de l'activité et du tertiaire qui sont dans la composition de ce programme. Cette fenêtre sur piste, elle est d'abord extrêmement importante du point de vue de ses ambitions architecturales, mais également à un grand niveau performantiel, puisqu'il faut que cet immeuble-là soit démonstrateur, un démonstrateur architectural, mais un démonstrateur de performance, de qualité propre à incarner véritablement et ce projet et ce programme. Les singularités typologiques, c'est bien sûr la présence de tertiaire dans un contexte singulier, l'attendu du point de vue de l'animation du pied de cet immeuble en regard de la piste et de l'ensemble du quartier, et puis la forme résidentielle de ces 200 logements qui ne sont pas des logements familiaux, mais qu'on a présentés sous le vocable de co-living, avec vraiment bien sûr la nature un peu polysémique de ce terme, et qui nous conduit à ouvrir cette consultation en 2 phases. Dans un premier temps, et pour une consultation singulière auquel les candidats se présenteront particulièrement, on retiendra un opérateur. Cet opérateur, il sera retenu sur la définition, la qualité de ses ambitions programmatiques, la définition de la nature de son programme de co-living, la définition de la nature de son programme d'animation du rez-de-chaussée, la définition de sa position par rapport à la dimension économique du programme. Et également par rapport à son ambition et les moyens qu'il va consacrer à atteindre l'équilibre architectural et performantiel qui est attendu sur cette opération. C'est avec le lauréat sur les critères de performance et de qualité programmatique que nous organiserons le 2e temps, la consultation architecturale. Ce plan de session 2021, je pense qu'il répond au contexte et aux attentes. Les attentes quantitatives
sont satisfaites, me semble-t-il, avec ces 2600 logements à produire, ces 1600 nouvelles attributions. L'objectif d'écoute, l'objectif d'ouverture à la singularité, au contexte, je pense qu'il se traduit notamment dans la singularité de la consultation sur la cartoucherie, avec la volonté de rechercher par le groupement et la mutualisation d'une coproduction qu'offrent ces groupements, une facilité à s'adapter au contexte, à se couvrir par rapport à un certain nombre de risques, tout en maintenant le niveau d'ambition, voire en élevant encore le niveau d'ambition. Et puis, il se réalise dans des objets iconiques, comme la fenêtre sur piste de Toulouse Aerospace, dans lequel on va attendre vraiment voilà, un point d'orgue d'une ambition qui ne tarit pas. Pour ce plan de session 2021 tant attendu. Alors je vous rappelle que vous pouvez continuer à nous adresser toutes vos questions. Il y en a déjà beaucoup qui sont répertoriées. On va y répondre, on va prendre quelques minutes pour y répondre en toute fin d'émission. Madame Legnaud, je me tourne vers vous. Vous nous avez rejoint au cours de cette émission. On est ravis. Quel message peut-être de conclusion est-ce que vous souhaitez partager avec les promoteurs et les bailleurs qui nous regardent ce soir? Alors juste 2 mots pour dire que je sais que les professionnels de l'immobilier sont inquiets. Ils nous l'ont manifesté et je me rends compte que Opidea est au rendez-vous de leurs attentes puisque nous proposons 2600 logements et 2600 logements avec une ambition confortée et renforcée de transition énergétique, de défis climatiques, de qualité d'usage dans les appartements, de qualité. Et ce que je peux dire, c'est que pour avoir l'expérience de ce qui se produit à la fois sur Toulouse mais sur la métropole, que l'ambition, elle est portée dans ces opérations d'aménagement parce que les règles du jeu sont claires, le cahier des charges sont précis, on attend de la qualité et on sait que les promoteurs sont à l'écoute de cette commande puisqu'ils y répondent régulièrement avec cet enjeu de qualité. Donc moi je suis ravie de ce plan de session parce qu'il répond tout à fait à ces enjeux qui sont aussi des enjeux de la métropole, puisque nous souhaitons des projets qui répondent à tous ces défis, mais qui répondent aussi à la qualité d'usage pour les habitants, pour que les projets soient encore plus qualitatifs. Donc je suis satisfaite complètement, parce que j'ai un peu écouté, j'étais en retard, mais j'ai écouté avec mon smartphone, donc je sais ce qui s'est dit et je suis vraiment même fière de pouvoir d'être présente pour répondre à ces attentes des promoteurs que je sais, et des professionnels, de tous les professionnels, parce qu'il y a les promoteurs, mais il y a les architectes et puis les bureaux d'études également, auxquels on pense un petit peu moins parfois, mais qui sont présents aussi, qui ont besoin de tous ces grandes opérations pour pouvoir exercer finalement leur talent. Bien sûr. Raphaël Catonnet, un mot de conclusion également ? Oui, ce que j'aimerais dire en conclusion, c'est que pour pousser encore un petit peu plus loin le curseur de l'innovation, de l'ambition, on s'est attaché à créer les conditions les plus favorables. D'abord des charges foncières très maîtrisées, bien inférieures à ce qui se pratique dans le diffus. Donc ça permet d'affecter plus d'argent au coût de construction et d'aller plus loin dans l'innovation. Dire aussi que dans nos consultations, ce sont donc les niveaux d'ambition et de qualité qui font la différence, ce n'est pas l'offre financière. Que pour précisément mieux étudier les projets, on a décidé cette année d'allonger un petit peu le temps d'étude pour permettre finalement plus d'échanges. Vous constituez chacun des équipes de plus en plus nombreuses avec les partenaires, donc il vous faut le temps de construire l'offre et que votre offre puisse avoir toute sa richesse. On a décidé aussi d'augmenter l'indemnité de concours pour les équipes de maîtrise d'œuvre. Donc c'est là aussi important de rémunérer un peu mieux ce temps d'étude. Et puis enfin, la troisième chose, c'est ce qui a été beaucoup développé finalement en fil rouge dans notre présentation, c'est la question du partenariat. Donc cette posture de dialogue constructif avec l'ensemble des parties prenantes, sans renoncer à l'exigence et à l'ambition, comme ça a été dit,
mais c'est, je crois, le gage de la réussite et surtout de la capacité à pouvoir réaliser vraiment les projets. Donc ces partenariats sont importants. On va tisser, on l'a dit, les partenariats un peu plus fortement avec les différentes institutions et puis aussi là où on peut activer plus encore l'innovation, la partager. Je crois qu'une entreprise mixte comme Opidea, elle doit jouer ce rôle d'activateur. C'est d'ailleurs une de nos valeurs, d'accélérer les transitions et de se positionner en tiers de confiance. Alors avant de passer à notre séquence de questions-réponses, je me tourne vers vous, Fabrice. Est-ce que vous pouvez peut-être en quelques mots nous indiquer aux opérateurs la marche à suivre pour vraiment bien télécharger l'ensemble des pièces du plan de cession 2021 ? C'est très simple, c'est comme d'habitude. À partir de 18h30, on m'a dit de dire bien 18h30, de crainte que les zappeurs ne quittent l'émission tout de suite pour se précipiter. À partir de 18h30 sur le site internet d'Opidea, vous trouverez un lien immédiatement accessible par un bandeau qui permet de remplir un formulaire. Ce formulaire, il a pour objet de recueillir bien sûr le nom de celui qui veut télécharger le dossier, ce qui facilite ensuite le suivi et la transmission d'éventuelles, notamment questions qui peuvent intéresser tous les participants à ces consultations. Et une fois qu'ils ont rempli ce formulaire, ils reçoivent par mail le lien de téléchargement du dossier complet, totalement complet, de toutes les annexes qui permettent de produire les dossiers attendus sur les différentes candidatures, avec donc un rendu de ces dossiers qui est prévu pour le 8 mars. Avant midi. 8 mars, avant midi, exactement. Donc, et c'est une semaine de plus par rapport aux années précédentes. C'est une semaine de plus. On n'a pas voulu anticiper la réouverture des stations, mais on a donné une semaine de plus pour répondre comme d'habitude. Allez, on va passer à cette séquence de questions-réponses. On a déjà quelques questions qui nous sont envoyées. La première, elle est pour vous, Fabrice. Comment candidater sur les programmes en VEFA ? Alors, de ce point de vue, pas de changement. Donc, le plan de cession comprend soit des opérations maîtrise d'ouvrage directe pour les bailleurs, soit quand la nécessité du programme y conduit des programmes en VEFA. À ce moment-là, le bailleur candidate soit pour la maîtrise d'ouvrage directe, soit pour la VEFA. Il est donc retenu ensuite avec des conditions qui seront reportées à l'opérateur privé qui réalisera ces logements en VEFA. La seconde question, elle s'adresse à Raphaël. Pour la cartoucherie, quel sera le rythme de production des logements ? Alors, traditionnellement, sur la cartoucherie, on a observé un rythme de commercialisation de 300 logements par an. La volonté de mettre l'ensemble de la troisième tranche, ça a bien été expliqué tout à l'heure, c'est pour avoir une conception d'ensemble coordonnée. On va plus loin dans la démarche de ce point de vue par rapport à ce qui avait été fait en tranche 2. Donc, ce qu'on souhaite là aussi, dans le partenariat avec l'équipe, le groupement qui sera retenu, c'est choisir le rythme de commercialisation. Il est clair qu'on ne va pas mettre 600 logements d'un coup sur le marché. Ce sera peut-être en 2 ou 3 années à caler avec l'opérateur. Fabrice, pour la cartoucherie, le nombre minimum de membres par équipe est de 4. Y a-t-il un maximum ? Non, pas vraiment. Enfin, on a souhaité vraiment de pouvoir d'abord à ce qu'il y ait une capacité à mutualiser des excellences dans ces groupements et que chacun apporte de la richesse et puis distribuer aussi, mutualiser l'excellence, peut-être mutualiser les risques et puis satisfaire, je dirais, le nombre d'opérateurs habituellement satisfaits dans ces opérations. Donc il y a un minimum de 4 qui nous paraît une bonne jauge. Il n'y a pas de maximum. Enfin, je pense qu'après, ces associations seront raisonnables régleront eux-mêmes la quantité. Il n'y a pas de chiffres réglementaires. Raphaël, un complément ? Oui, il y aura un 5e homme dans cette équipe, puisque c'est dans cette troisième tranche que nous avons décidé cette année de pouvoir lancer notre lot en copromotion. D'accord. Donc on rejoindra la famille une fois que les choses seront un peu plus précises. Fabrice, encore 2 questions pour vous. Pour la cartoucherie, comment est prévue la réalisation de la part sociale ? La réalisation de la part sociale. Alors, sur ces 600 logements, on est avec des opérations en VEFA. Donc, il y a 20% de LLS qui sont prévus dans les 600 logements. Mais on a déjà 2 opérations en maîtrise d'ouvrage directe avec des attributions qui ont été décalées, mais qui constitueront, puisque la totalité de la troisième phase, c'est 940 logements, enfin à peu près 940 logements. Donc, on a déjà 2 opérations en maîtrise d'ouvrage directe qui avanceront en parallèle de cette consultation-là. Et puis alors une dernière question toujours pour vous, comment sont organisés les lots sociaux ?
Organiser. La répartition, justement, c'est tout l'enjeu et un des intérêts de la méthode. C'est-à-dire qu'en mettant la totalité, on va en appeler à ce que les opérateurs fassent eux-mêmes leur proposition des répartitions typologiques. Et bien sûr, on sera sensible à ce qu'elle soit intelligemment pensée, qu'elle apporte toute la mixité des typologies dans la répartition. Donc ça fera partie je dirais, des éléments d'appréciation de la proposition qui seront faites par les opérateurs. Merci pour ces réponses très claires. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de votre attention et de votre participation active. Je vous précise que vous pouvez retrouver l'intégralité de ce live sur la chaîne YouTube d'Opidea à partir de ce soir. Merci Madame la Présidente Annette Legnaud de m'avoir accompagnée. Merci messieurs de m'avoir brillamment accompagnée sur ce plateau. Je vous souhaite une excellente continuation. Prenez soin de vous surtout et à l'année prochaine. Merci.